Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du cycle Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène avec le point de vue des acteurs de la transition. Et aujourd'hui, on va plutôt aborder cette approche à l'échelle des territoires, en particulier sur le lien entre agriculture et l'alimentation. Donc, le thème aujourd'hui est Reconnecter l'agriculture et l'alimentation sur un territoire, jusqu'où aller à l'heure de l'Anthropocène. Et avant de donner la parole à Philippe Janot, qui est professeur à VETA-Grossup Dijon, qui animera ce webinaire et qui présentera du coup les intervenants et le sujet, je vous rappelle juste, pendant que les personnes arrivent dans la salle, que vous avez deux façons d'interagir avec nous via la plateforme. La première façon est de, si vous voulez nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques, vous avez le bouton discussion ou converser ou chat selon la version de votre plateforme qui vous permet de nous donner ces informations. L'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser est le bouton Q et R pour questions et réponses. Et c'est en cliquant sur ce bouton que vous pouvez nous poser toutes les questions et les intervenants vous y répondront à la fin des échanges qu'ils ont prévus dans cette animation. Voilà pour ces premières informations. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Philippe Janot qui va introduire ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis Philippe Janot, professeur d'économie à Clermont, à VETA-Grossup. Avant de donner la parole aux invités, il nous a semblé nécessaire de revenir sur les contours de la thématique de ce matin. Donc pour traiter cette question de reconnecter l'agriculture et l'alimentation sur un territoire jusqu'où aller à l'heure de l'Anthropocène, nous avons fait le choix de l'aborder par ce qui se joue au sein des projets alimentaires territoriaux, les PAT. Et les PAT sont des projets collectifs ayant pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation et de développer une alimentation durable et de qualité, accessible à tous dans les territoires, en soutenant notamment les circuits courts, les produits locaux, les produits de qualité, les produits bio, etc., les produits pour les cantines, etc. Donc, issus de la loi d'avenir de 2014 pour une agriculture qui encourage leur développement, les PAT sont censés jouer un rôle capital pour accélérer la transition agricole et alimentaire dans les territoires en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. Et les parties prenantes des secteurs publics et privés se rassemblent ainsi pour définir un projet commun et le mettre en œuvre sur leur territoire. Donc, pour discuter cette question de reconnecter l'agriculture et l'alimentation sur un territoire, nous aurons deux intervenants, acteurs de cette reconnexion, qui sont Jean-Pierre Buche, qui est président du PAT du Grand Clermont Livradois-Forêt, et par ailleurs Jérôme Gandon, qui est agriculteur double actif sur la ferme d'Hérault à côté de Clermont-Ferrand. Donc, leurs échanges seront discutés par Sophie Michel, qui est professeure à l'école de management à l'université de Strasbourg. Donc, je vais leur donner la parole pour 45 minutes en les interrogeant sur différentes thématiques. Et à l'issue de ces 45 minutes, nous relayerons les questions des auditeurs, vos questions, que vous devez déposer, je rappelle, dans questions et réponses. Voilà, donc je vais commencer avec une première question qui est de savoir pourquoi et comment vous vous êtes engagé sur ce projet de reconnecter l'agriculture et l'alimentation sur votre territoire. Donc, vous commencerez par vous présenter et répondre à cette question. Alors, on peut commencer par Jean-Pierre Buche. Jean-Pierre, votre engagement. Oui, merci, bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, moi je suis élu d'une commune dans le Grand Clermont, à Périgny-et-Salier, qui fait 1500 habitants. Et à ce titre, je suis représentant de cette commune via notre intercommunalité au Grand Clermont, où je m'occupe du projet alimentaire territorial depuis 2017.
Et ça a fait suite à un mot qui est peut-être un petit peu abscon pour des personnes qui ne sont pas familiarisées, donc au schéma de cohérence territoriale dans lequel on a mis un projet d'aménagement et de développement durable qui fixe le cap politique de ce territoire de 4 intercommunalités du Grand Clermont. Et dedans ce projet politique, nous avions indiqué que nous voulions raccourcir les échelles dans les différentes connexions qui peuvent exister entre les différents acteurs. Et l'alimentation faisait partie donc ça c'était en 2008, faisait partie des sujets qui avaient attiré notre attention. Et en 2017, quand l'appel à projet de l'État pour les projets alimentaires territoriaux a été émis, on a été candidat et on a souhaité s'inscrire dans cette démarche pour raccourcir la distance qu'il existe entre la fourche et la fourchette, pour utiliser un mot, enfin une espèce de leitmotiv. Donc, la question de l'alimentation est posée comme la base d'un projet de développement, et les projets alimentaires territoriaux ont été un bon sujet pour accompagner ça. Bonjour. Oui. Alors Jérôme, à vous. Oui. Jérôme. Donc voilà, moi je suis Jérôme Gandon, je suis agriculteur depuis 2 ans. En fait, j'ai une double activité puisque je suis conseiller d'Inser France et je suis donc agriculteur depuis 2 ans au sein de la ferme d'Hérault. La ferme d'Hérault, c'est une ferme qui est aux portes de Clermont-Ferrand, qui est une ferme terre de liens, qui est en bio depuis 2004. En agroforesterie aussi, il y a une 50aine d'hectares plantés en agroforesterie. L'essentiel de la ferme, c'est 80 hectares. C'est une ferme classique de Limagne en grande culture, avec une petite activité de volaille en vente directe. Et puis, depuis 2 ans, donc, une activité de boulangerie que l'on a développée sur la ferme. Donc, on est 4 sur la ferme et donc 3 nouveaux associés, puisque la ferme, jusqu'à présent, il y avait 2 personnes, il y en a une des 2 qui est partie en retraite, et donc 3 nouveaux associés avec le projet de développement de cette activité pain. Donc voilà, sur une présentation très rapide. Sur le pourquoi, hein, puisque en fait c'était la question de Philippe, j'ai presque envie de dire que la question ne se pose pas du pourquoi. En fait, le projet pain sur la ferme d'Hérault ne vient pas d'une réflexion de la ferme qui s'est dit comment est-ce qu'on pourrait diversifier, comment est-ce qu'on pourrait faire des choses nouvelles. Et c'est en fait 3 personnes qui individuellement, donc moi de mon côté, Antoine de son côté et Simon de son côté, réfléchissaient à cette question de l'alimentation et en fait qui se sont dit comment on fait. Et le hasard a fait qu'on s'est rencontrés un jour, qu'on s'est mis autour d'une table. On avait chacun de notre côté cette réflexion-là et à un moment donné, on a dit, ben voilà, on fait, on commence petit et on verra où ça nous emmène. Et en fait, c'est plus la volonté de faire que le pourquoi qui nous a motivés. Ok, alors peut-être pour faire rebondir Jean-Pierre sur cette question-là de la contribution du rôle des élus, de l'acteur public dans ce projet, comment vous voyez ce rôle du PAT dans un projet comme celui que nous expose Jérôme? Moi, je pense qu'il y a la question du lien qui est centrale. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous, élus, d'arriver un petit peu comme des bulldozers et puis balayer ce qui existe sur le territoire, parce que fort heureusement, les gens mangent sur notre territoire. Et moi, je trouve que c'est intéressant ce que vient de dire Jérôme, c'est que finalement, quand on est agriculteur et qu'on s'engage dans ces dynamiques comme celle qui existe entre ces 3 agris, eh bien, on est dans le faire, quoi. On ne se pose pas trop de questions. Je ne veux pas réduire la démarche de Jérôme, mais nous, au niveau des élus, on essaye de créer du lien entre les différents acteurs. Et donc, c'est central. D'abord, nous, notre point de départ, ça a été de dire l'alimentation, c'est essentiel. Il faut
poser la question de savoir, enfin, tout un chacun, en tout cas j'espère pour la majeure partie des personnes qui sont à l'écoute, là, mangent, on va tous manger à midi, donc c'est un acte fondamental, et à partir de cet acte fondamental, eh ben, nous les élus, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait organiser, créer du lien entre les acteurs pour redonner du sens à cette question de l'alimentation et reconnecter aussi la fonction d'agriculteur au lien qu'il y a avec l'alimentation. Donc moi, si je devais résumer le rôle que se donnent les élus dans cette démarche, c'est de créer du lien, d'être un facilitateur, un assembleur et faciliter l'émergence de nouveaux modèles comme ceux que créent par exemple les agriculteurs à la ferme d'Hérault à Gerza. Ok, peut-être là, Sophie, Michel, peut-être une réaction par rapport à cette ces premières réponses de nos deux interlocuteurs. Donc, bonjour à tous. Alors, si je peux peut-être préciser pourquoi je suis là, tout simplement parce qu'en tant que chercheuse, je m'intéresse justement à ces dynamiques de collaboration multi-acteurs, interorganisationnels pour pouvoir effectuer ces transformations du système agroalimentaire et parvenir à ces objectifs de transition que vous avez mentionnés au départ. Et j'aurais aimé aussi répondre à la question de pourquoi je me suis intéressée au PAT, parce que sur le papier, le PAT est une structure, je dirais, quasi idéale pour pouvoir parvenir à ces objectifs de transition, puisqu'on le dit souvent, cette transition, ce développement durable, ça ne se fait pas tout seul. Il faut tous les acteurs de la chaîne alimentaire, et il faut aussi les politiques. Et une force des politiques, et ça a été souligné ici par Jean-Pierre Buche, c'est effectivement de jouer ce rôle de facilitateur et d'être un soutien indispensable quand on veut avoir une réelle transformation et un changement d'échelle. Je pense qu'on reviendra sur cette notion de changement d'échelle par la suite, mais effectivement se dire qu'il faut que ces initiatives locales et séparées d'un côté d'initiatives d'agriculteurs, de l'autre de consommateurs, d'épiceries solidaires, etc., elles puissent se connecter, c'est ce que nous permet de faire le PAT, et avoir un changement d'échelle dans les transformations et dans ces initiatives alternatives. Et c'est notamment l'importance du politique. Donc voilà, c'était simplement pour revenir sur ces dimensions qui sont des forces clés du PAT, mais après, je pense qu'on va le discuter par la suite. Au-delà de la théorie, on s'aperçoit qu'on a quand même des difficultés dans l'opérationnel, dans la mise en place, et notamment des enjeux qui sont sur cette capacité à pouvoir faire collaborer ces différents acteurs aux temporalités, aux langages différents, et aussi à la question de l'ouverture et de qui doit faire partie du PAT, qui inclure dans ces démarches. Merci beaucoup, Sophie. Ça permet de poser peut-être une autre question à Jean-Pierre et Jérôme sur justement cette situation de la reconnexion avec une diversité d'acteurs du territoire qui peuvent jouer un rôle fondamental dans cette transition. Hein. Moi, ma question, c'est tout d'abord à Jean-Pierre Buche. Finalement, c'est peut-être facile de travailler avec Jérôme Gandon et ses collègues parce qu'ils sont déjà peut-être très avertis, ils ont un projet qui a été mûri depuis très très longtemps, ça a été dit. Mais comment on fait pour emmener une majorité d'agriculteurs dans ces projets, et pas que des agriculteurs du coup, c'est aussi emmener des transformateurs, des consommateurs, etc. Mais déjà sur les agriculteurs, comment on fait? Je dois avouer que c'est compliqué, hein, parce que quand on parle le thème, là, reconnecter l'agriculture et l'alimentation sur un territoire à l'heure de l'Anthropocène, les agriculteurs sont dans l'Anthropocène. Hein. C'est-à-dire que de bousculer les mentalités, les modèles, comme on souhaite le faire, sans être, comme je le disais tout à l'heure, un bulldozer, eh ben, ce n'est pas évident à réaliser. Donc, on peut nous faire le reproche, je pense, après 5 ans de PAT sur notre territoire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et je ne suis pas certain que la majeure partie des agriculteurs connaissent
la démarche projet alimentaire territorial. Alors, on est associé avec la Chambre d'agriculture, qui a rapidement rejoint le groupe de gouvernance composé par le pays du Grand Clermont, le PETR, et puis le Parc Livre-de-la-Forez. Donc, la Chambre d'agriculture est un vecteur. Il y a également Bio63, mais c'est vrai que spontanément, on a des connexions avec des initiatives comme celle de Jérôme et de sa ferme. Mais après, sur la majeure partie des agriculteurs qui sont dans des systèmes conventionnels, il faut bien dire qu'on interroge ça, puisque un des objectifs, c'est de raccourcir la distance. Or, moi, en tant qu'ancien agriculteur, je produisais du blé dont je suis, et que peut-être était-il tirailleur. Donc aujourd'hui, cette habitude qu'avaient eu les agriculteurs de répondre à un défi de productivisme, sans qu'il y ait de connotation péjorative à ce terme, mais à produire pour nourrir les gens en quantité, eh bien, aujourd'hui, on se dit, on essaye de changer le paradigme et de produire en qualité, en proximité, et donc ça interroge, ça déstabilise, et aujourd'hui, je reconnais humblement qu'on n'y arrive pas vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on s'attaque à un modèle, mais on s'attaque à un modèle agricole, mais je pense que par extension, on s'attaque à un modèle général. L'anthropocène est la traduction à mes yeux, c'est l'interprétation que j'en fais. Mais votre vidéo, Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Peut-être couper votre vidéo, je vous entends mal. Ouais. Voilà, ce sera mieux. Les agriculteurs ne sont pas aujourd'hui tous réunis derrière la bannière PAT pour nous dire « oui, on vous suit, on vous suit ». Il y a encore un énorme travail d'animation, de médiation et d'interrogation de ce modèle. Et du coup, comment vous faites, vous, Jean-Pierre, pour insuffler cette dynamique motivée? Parce qu'on pourrait se dire, d'un côté, il y a ce que vous avez dit, peut-être des gens qui se lancent dans des circuits de cours, etc., soutenus par la Chambre d'agriculture avec du conseil, etc. D'un autre côté, il y a d'autres initiatives. Alors peut-être Jérôme a peut-être aussi bénéficié de l'appui de la Chambre, mais il y a peut-être d'autres initiatives. Et puis, il y a peut-être un peu un ventre mou, entre guillemets, de gens qui s'interrogent, qui ne sont pas motivés, qui ne voient pas l'intérêt de tout ça. Et sur quoi on peut comment on peut les motiver, sur quoi on peut les sensibiliser pour les embarquer dans cette question de la transition, Jean-Pierre? Il y a des actions très opérationnelles qui méritent d'être mises en place pour illustrer, parce qu'il y a une chose est d'essayer de fixer un cap, une autre et d'illustrer ce cap et la progression vers ce cap par des actions très concrètes. Par exemple, on a conduit une étude avec un cabinet qui s'appelait les Volonteux de la Drôme, qui sont très, très avancés dans ces démarches-là. Et on a pu contribuer à la création d'une plateforme logistique qui rend plus facile la commercialisation des produits. Et ça, les agriculteurs conventionnels regardent de ce côté-là, parce que ce sont essentiellement des bio qui l'ont fait. Mais parallèlement à ça, on essaye de développer une filière de maraîchage plein champ qui ne soit pas obligatoirement bio et dans laquelle on incite les agris à y adhérer en faisant se rapprocher la grande distribution, par exemple, des producteurs et en fixant des objectifs de production avec des contrats très, très cadrés. Donc ça, on l'a fait et ça commence à prendre un peu de sens. 63 saveurs et initiative qui a été mise sur la table par la Chambre d'agriculture et qui est issue aussi de cette démarche PAT. Donc petit à petit, il y a des jalons, il y a des signaux qui s'allument et qui peuvent éclairer la démarche d'agriculteurs, en tout cas la lanterne de certains agriculteurs qui ne sont pas complètement pris. Il faut bien dire aussi que ces gens-là sont dans un système où ils n'ont peut-être pas trop le temps de consacrer beaucoup d'énergie à ces démarches-là. Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. OK. Jérôme, du coup, vous, on pourrait presque dire vous êtes peut-être une ferme entre guillemets pilote, ou peut-être vous pouvez montrer qu'on peut faire autrement. Alors, quel est votre rôle? Est-ce que vous considérez que vous jouez un rôle dans ce sens-là? Mais peut-être se pose aussi la question de la connexion avec le consommateur et d'embarquer aussi les consommateurs
dans ces projets et leur faire adhérer au projet pour consommer des produits locaux. Comment ça se passe de votre point de vue? Alors, nous, on fait ce à quoi on croit, hein, et effectivement, peut-être que si ça, enfin voilà, je ne sais pas si on est exemplaire ou si on est un modèle à suivre. Dans tous les cas, nous, on essaye de faire. Le premier point là pour se dire comment est-ce qu'on change en fait, hein, de modèle, à un moment donné, il y a la question de faire ensemble et de faire collectivement. Hein, nous, en fait, sur la ferme, on est 4. Et j'ai dit que c'était tout à l'heure la connexion de 3, enfin de projets individuels, mais en fait, c'est qu'individuellement, on ne voulait pas non plus s'engager, et ce que l'on fait, on n'aurait jamais pu le faire tout seul, chacun. Hein. Antoine avait un projet d'installation, lui, en boulangerie tout seul. Il a fonctionné pendant 1 an, et puis après, il s'est dit non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire tout seul. Moi, pareil, je ne me serais jamais lancé si j'avais été tout seul. Donc, il y a la force du collectif. Alors, le collectif n'est pas toujours très simple, mais n'empêche qu'il permet de changer. Et ce collectif-là, il est donc au niveau, nous, de la ferme, mais il est aussi avec les autres agriculteurs. Et donc, nous, en bio, on travaille depuis longtemps, hein, sur ces collectifs, et on a un réseau d'associations autour de nous qui permettent de nous mettre ensemble et qui nous permettent de nous réassurer dans un projet de changement. Et je pense que entre le territoire, la vision politique que porte le PAT et les individus que nous sommes individuellement, chacun sur nos fermes, on a on a un réseau associatif, on a un réseau intermédiaire qui, lui, va nous emmener et va nous réassurer dans le changement. Même si le risque, c'est chaque individu qui le porte, hein. Mais n'empêche qu'on a besoin de ce collectif et de ce réseau associatif. Et il est très important. Ok, mais du coup, là, vous êtes très engagé dans une démarche, on va dire, de développement local et vraiment de production pour le territoire. Mais est-ce qu'on peut tout régler avec le local? Comment vous voyez les choses? Alors, moi enfin, le local, aujourd'hui, c'est à la mode et tout le monde parle du local. Et comme une solution miracle. D'abord, pour moi, c'est un raccourci qui va trop vite. Le local n'est pas un gage de qualité. Hein. Les poulaillers industriels que l'on voudrait voir disparaître, ils sont locaux pour quelqu'un. Donc, le local n'est pas un gage de qualité. Hein. Ça, c'est une erreur qu'on fait trop vite. Après, par rapport à un impact environnemental, je pense que le local n'est pas une solution forcément. Hein. Et puis, revenons à un moment donné à la situation pédoclimatique. Hein. Nous, on a essayé, par exemple, de faire du seigle. Il pousse très bien le seigle en Limagne, mais il n'a pas de goût. C'est-à-dire que quand on fait un pain au seigle avec du seigle de Limagne, eh ben, ce n'est pas du pain de seigle. Donc, n'essayons pas de faire du pain de seigle à Clermont-Ferrand avec du seigle de Clermont-Ferrand. Et moi, je préfère m'associer avec quelqu'un de Haute-Loire, avec quelqu'un des hauts plateaux, où on va avoir du seigle qui a du goût, même s'il n'est pas produit localement. Et peut-être qu'en fait, le local, on doit pas le restreindre à une géographie, mais peut-être l'étendre, un peu comme on fait des jumelages, et Jean-Pierre est maire, hein, mais on a des jumelages avec des villes enfin, comme ça se faisait dans les mairies, mais peut-être qu'un PAT, il peut se jumeler avec d'autres territoires enfin, qui ne sont pas géographiques pour amener de l'alimentation, quoi. Je ne sais pas si je suis très, très clair dans Oui, ce ok. Peut-être, je vais revenir juste vers Jean-Pierre, notamment sur ces questions peut-être d'accompagnement à ces projets locaux qui permettent
relier toutes les parties prenantes de cette reconnexion. Je voulais vous savoir un peu pour vous, qu'est-ce qui était, quels étaient les enjeux, les difficultés justement pour la mise en œuvre de ces projets locaux. Est-ce qu'on ne va pas un peu se recroqueviller sur soi-même? Jérôme dit, voilà, il faut justement peut-être s'ouvrir, il faut à d'autres, il ne faut pas faire que du local. Pour vous, c'est quoi peut-être entre guillemets le danger ou les difficultés du localisme? Ah oui, bon, moi je pense qu'il faut. Cette notion du local, elle a plusieurs exceptions, hein. C'est-à-dire que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jérôme. C'est-à-dire, j'ai fait, moi, à titre personnel, le même constat que lui sur du seigle produit en Limagne. Il produit beaucoup, même. Il est très productif, mais il n'a pas de goût. Donc ça sert à rien. Et par contre, de contribuer, enfin, d'établir des partenariats avec la Haute-Loire, avec le Cantal, avec les zones réelles où se produit du seigle, ça a du sens. Mais là, on est dans du local aussi, à mes yeux. Et 100 km séparant la contribution, c'est du local. Vous voyez, il ne faut pas non plus cette autarcie peut-être à laquelle vous faites allusion, Philippe, en disant attention, le localisme, c'est très bien, tout ce qui est prêt est bien. Non, 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 non. Il y a à interroger aussi le bilan carbone. Je vois des questions qui viennent là sur le chat, là. Et par exemple, la tradition du Puy-de-Dôme, fin du 19e siècle, c'était des productions de fruits et de légumes qui étaient tout à fait intéressantes, diversifiées, etc. Sans être passéiste, on peut réinterroger l'orientation de certains secteurs et des zones de piémont et de montagne qui sont proches du Cantal, de la Haute-Loire, et faire en sorte qu'il y ait des partenariats. Ça interroge, nous, à notre niveau politique, par exemple, le concept de biorégion, qui définirait un périmètre à l'intérieur duquel on pourrait établir des échanges économiques au sens le plus large du terme, et au centre duquel se trouverait l'alimentation, parce que c'est fondamental. Donc, on a besoin de médiation. Je fais une fixation et je vais la faire pendant tout le webinaire. Moi, je considère qu'il faut mettre de l'argent sur l'ingénierie et faire en sorte qu'il y ait de la médiation, de l'animation pour diffuser, pour interroger, pour partager, parce qu'on ne fera pas ça contre la volonté des gens. Et donc, notre rôle, nous, politiques, c'est d'essayer de mettre en place des structures dans lesquelles tous les acteurs, y compris, il y a une question là-dessus, les consommateurs, bien évidemment, y compris, le client n'est pas roi, hein. Le client doit être mis autour de la table pour réfléchir et dire bah oui, je veux ça parce qu'on m'a expliqué qu'il y a ça et ça. On ne détient pas toutes les clés, hein, mais des gens comme vous, Philippe, avec la médiation que vous assurez au niveau des universités, des écoles, etc., c'est déjà un vecteur fort. Et je trouve qu'il y a eu un infléchissement de l'éducation, par exemple, des orientations agricoles au sein de l'enseignement, et ça y contribue. Donc le localisme, ça fait un peu secte, quoi, je trouve, moi, à mes yeux. Mais je suis favorable au local, mais redéfinissons cette notion du local. Ok. Peut-être avant de laisser la parole à Sophie pour une réaction, je voulais revenir vers Jérôme, juste par rapport à ce qui a été dit là, sur peut-être aussi vos besoins. Vos besoins, ils sont peut-être aussi financiers, mais pas juste pour de l'accompagnement. Il y a peut-être aussi des besoins de financement, d'infrastructures, de moyens, enfin de moyens qui permettent de mutualiser peut-être des coûts, parce que vous avez sans doute besoin d'aller vers des clients, de fabriquer du pain, ça suppose des investissements. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce point de vue, et vous n'êtes pas tout seul dans votre monde? Alors, les besoins de financement, évidemment, il y en a, mais il y a des solutions, hein. Aujourd'hui, il faut être réaliste, et puis il faut reconnaître, on est bien soutenu au niveau des aides à l'investissement à partir du moment où les projets sont mûrs. Mais si nous, on reprend sur le projet pain, en fait, ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, on n'a pas notre propre boulangerie. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, en fait, on s'est installé dans un fournil partagé. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on travaillait
le vendredi, alors que notre collègue utilisait le fournil les autres jours. Donc, on a partagé un fournil. Ça nous a permis de mettre en place, à un moment donné, une recette, de tester la possibilité de faire du pain avec notre blé, hein, parce que ça, on n'en était pas sûr, on ne l'avait jamais fait. Et de tester notre recette et de tester notre clientèle et de créer une clientèle. Et après, on s'est déplacé dans un autre fournil qui est un petit peu plus grand, mais pareil, qu'on utilise aujourd'hui 2 jours par semaine. Et cette notion de progressivité par rapport à un banquier, elle est très rassurante, hein. C'est-à-dire que quand moi, je vais demander maintenant au banquier, quand on va aller lui demander un petit peu d'argent pour nous aider, on est aidé par le FEADER et par tout ça, mais aussi on est aidé parce qu'on peut lui montrer qu'on a commencé de faire quelque chose. Et cette notion de progressivité, cette notion de partage du risque, elle est importante. Parce que s'il faut investir 300 ou 350 000 euros sur un bâtiment alors qu'on n'a jamais fait un morceau de pain, eh ben, le banquier, il a un petit peu de mal à y aller quand même, quoi, hein. Et donc, des ateliers collectifs où on peut tester, où on peut s'essayer, à mon avis, ça, c'est aussi, hein, un peu enfin, peut-être quelque chose qui manque, hein, pour pouvoir avoir avant de se lancer sur des investissements importants, avoir une zone de test. OK. Et du coup, justement, zone de test, est-ce qu'il y a des dispositifs locaux? Alors là, je pense peut-être à Clermont, il y a un laboratoire d'innovation territoriale, Grande Culture. Est-ce que vous appuyez aussi sur ces ressources-là? Ou vous avez aussi besoin de vous adresser peut-être à des cantines? Alors, il y a un appui, hein, ça a été dit, de l'ingénierie, qui existe. C'est quoi pour vous l'enjeu principal là, autour du pain, par exemple, et de sa commercialisation? Alors, nous, sur la commercialisation du pain, en fait, on est vraiment aux portes de Clermont et on n'a pas de souci de commercialisation. On est presque, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de freiner et de refuser des demandes. Parce que nous, en termes de capacité de production, on n'est pas capable de produire. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer des choses. Et vous parlez des cantines, hein, on travaille avec une cantine, donc une cuisine centrale. Et on arrive, malgré tout, nous, on est petits, hein, et quand une cuisine centrale s'adresse à nous, en fait, elle a l'habitude de s'adresser à des industriels, en fait, hein. Et quand nous… mais là, il y a eu une vraie volonté de la cuisine centrale de travailler avec un petit producteur local, de rentrer dans un système d'appel d'offres, hein, puisqu'il y a une réglementation quand même et on ne peut pas passer outre. Mais elle a vraiment fait il y avait une vraie volonté. Et du coup, en fait, nous, on a un petit marché le vendredi pour 100 pains. Mais n'empêche que là encore, on est dans du test, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que nous, on s'habitue, et on a fait des pains spécifiquement pour cette cantine. Il faut qu'on s'habitue à travailler avec un appel d'offres. Il faut que les administratifs de l'appel d'offres aient la volonté de nous ouvrir, parce que s'ils nous avaient ouvert tous les jours à 600 pains, on était incapable de répondre tout seul. Il faut habituer les cuistots, les gens qui distribuent le pain, les diététiciens, et puis il faut habituer les enfants à manger un pain qui n'est pas sucré, qui n'est pas du pain de mie, et qui est un pain au levain un petit peu différent. Mais il y a une volonté, et en fait, quand on arrive sur des petits lots, on y arrive, et peut-être que c'est comme ça, hein, qu'on arrivera un jour à développer des marchés plus importants. Mais là encore, hein, l'important, c'est de commencer et d'essayer et de se mettre en relation, puisque du coup, en fait, en commençant un petit peu, on arrive à se mettre en relation, on arrive à mieux se connaître, et nous, on comprend mieux quels sont les besoins d'une cuisine industrielle, et la cuisine industrielle, elle comprend mieux qu'est-ce que c'est qu'être un producteur qui fait qu'une centaine de pains sur une journée, quoi. Peut-être, Sophie, des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit?
beaucoup d'éléments de réflexion qui ont été donnés et d'exemples. Dans le dernier exemple, on voit, et c'est un peu le fil conducteur, l'importance du lien ici et l'implication de tous les acteurs dans la chaîne. Et une force et quelque chose, un enjeu actuel, c'est effectivement de pouvoir connecter des agriculteurs avec les restaurateurs des collectivités et autres. Dans l'ensemble de ce qui a été dit par Jean-Pierre et Jérôme, on s'aperçoit que justement cette notion de collaboration, elle intervient à différents niveaux pour sortir de l'entre-soi. Il y a une collaboration déjà qui puisse impliquer cet enjeu d'impliquer directement les agriculteurs, parce qu'on constate aujourd'hui qu'on a ces représentants de chambres d'agriculture, d'associations, terres de liens, etc. Un enjeu pour aller un peu plus loin, c'est vraiment comment réussir à impliquer davantage d'agriculteurs dans cette prise de décision. Il y a cet enjeu de faire parler des agriculteurs aux visions différentes. Et puis, on a des PAT. J'ai la chance de faire partie du PAT, d'un PAT en Alsace où on a des belles histoires comme ça d'agriculteurs conventionnels et pro-bio qui ont pu discuter, échanger et construire ensemble des visions pour voir comment dépasser certaines appréhensions, réticences et voilà, pour construire ce monde commun. Et puis, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi à travers cette notion de territoire comment collaborer aussi entre territoires. Et ça, je pense que c'est une étape qui arrive au sein des PAT, où on a un réseau national de PAT qui s'est créé, qu'ils puissent déjà partager leurs bonnes pratiques sur cette ingénierie qui avait été évoquée par Jean-Pierre Buche, et puis aussi pour repenser la notion du local au-delà d'un seul territoire sans que ça remette en cause le local. Et juste pour terminer sur cette notion de financement qui a été évoquée, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui qu'on a un réel soutien de subventions pour la mise en place de projets comme un atelier pain ou une épicerie solidaire. Mais on oublie peut-être un peu trop effectivement la complexité dans l'animation qui a été évoquée par Jean-Pierre pour faire collaborer toutes ces personnes et également de pouvoir donner les moyens de mettre en place cette animation au sein des PAT. Ok, très bien, merci. Il y a plein effectivement, ça soulève énormément de questions, tout ce que vous avez dit. Et si on se remet en tête la thématique de ce webinaire, il y a quand même bien cette idée, reconnecter agriculture, alimentation sur un territoire à l'heure de l'Anthropocène. Donc, comment finalement ce projet territorial, il arrive vraiment à prendre en compte des enjeux climatique? Est-ce que on est conscient de l'enjeu climatique? Est-ce qu'il est capable de traiter la question énergétique? Est-ce que c'est une solution? On relocalise, d'accord, mais est-ce qu'on traite pour autant la question énergétique? Est-ce qu'on traite aussi la question de la qualité? Alors, ça a été dit, Jérôme nous dit, voilà, on fait autre chose, mais tout n'est pas réglé. Donc, est-ce qu'on mange mieux? Est-ce qu'on a des produits différents, plus de goût, etc., etc. Mais il y a aussi une autre question qui est, est-ce qu'on donne accès au plus grand nombre à ces produits locaux? Est-ce que c'est… Donc, vos réactions peut-être, Jean-Pierre, sur ces questions d'accès, ces questions énergétiques, ces questions donc environnementales, sociales. Il y a des injonctions contradictoires là. C'est-à-dire qu'à un moment, on pourrait se dire il faut donner libre accès au plus grand nombre à une alimentation. Et si on rajoute de qualité, inévitablement, on exclut de cet objectif une partie de la population qui ne peut pas dépenser plus que X euros dans son budget. Et un poulet fermier tel que se vend la ferme d'Hérault et que j'achète vaut, mettons, 15 euros le kilo, alors qu'un poulet standard de 33 jours, je ne sais pas où je vois Jérôme qui donne ligne de la tête, il fait des promotions actuellement à 13,50. Mais bref, et en face, on a des standards à, je ne sais pas combien, 5 ou 6 euros. Et inévitablement, il y a des gens qui se tournent vers ça. Donc ça, c'est un problème. Mais il y a également des caps politiques qui méritent d'être fixés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique touche l'agriculture.
les agriculteurs du département du Puy-de-Dôme sont impactés par le dérèglement climatique. Les rendements stagnent, il y a des interrogations par rapport à l'usage de l'eau qui ne doivent pas devenir conflictuelles. Donc, on interroge là vraiment la question du climat et on se doit, c'est un de nos objectifs, faire en sorte que, par exemple, le bilan carbone, je ne sais pas si on peut dire ça, mais d'un aliment mis sur la table doit prendre en considération l'énergie fossile qui a été consommée pour amener cet aliment sur la table. C'est-à-dire combien de calories fossiles sont-elles nécessaires pour produire une calorie alimentaire? Moins il y en aura, mieux ce sera. Après, comment on arrive à faire ça? Eh ben, il faut trouver les dispositifs, etc., qui le permettent. Autre élément politique qui mérite d'être mis sur la table, c'est que Jérôme y faisait allusion tout à l'heure, ils sont 4 aujourd'hui sur une ferme de 80 hectares. Si vous regardez les résultats du recensement agricole qui sont parus ces derniers jours, eh bien, dans le département du Puy-de-Dôme, on est passé de 55, je crois, à 65 hectares. On grandit la surface des exploitations parce que le système le veut, alors que dans des systèmes tels que celui auquel appartient Jérôme, on peut avoir une valeur ajoutée qui permet d'installer et de faire vivre un nombre d'agriculteurs plus conséquent que ne le permet un système conventionnel. Donc ça, c'est une considération politique que j'essaye de mettre sur la table et que j'essaye de faire discuter et partager. Donc vous voyez, tous ces éléments-là montrent que les grands sujets du moment, dérèglement climatique, ça fait partie intrinsèque des objectifs politiques, mais on ne peut pas imposer. Il faut bien qu'on puisse discuter comment l'outil actuel et le modèle actuel peut s'adapter. Et quand je disais injonction contradictoire, il faut du temps pour faire ça, mais malgré tout, on n'en a pas beaucoup. Parce qu'il y a des personnes pour dire qu'il faut qu'on réagisse avant 10 ans, sinon le dérèglement climatique aura produit des effets qui seront irréversibles et impactants pour tous les territoires. Donc, il y a ça. Mais moi, je considère que notre rôle à nous, politiques, c'est de fixer un cap dans lequel, par exemple, la prise en compte de l'empreinte écologique est nécessaire dans toute action et bien évidemment dans la production alimentaire. Ok, merci Jean-Pierre. Jérôme, peut-être une réaction sur justement vous, en tant que producteur, sur votre impression, votre sentiment sur votre contribution finalement à du développement durable avec une production qui permet peut-être de réduire son impact, son empreinte écologique, son empreinte énergétique et puis de fournir une alimentation à la population locale. Comment vous considérez votre rôle là? Alors, sur la première partie, sur la partie environnementale et sur notre empreinte écologique, donc nous, on est en bio depuis 2004 et on est en agroforesterie. Hein, donc, il y a maintenant, on a fini le programme de plantation. Et on distribue du pain qui a été écrasé, ou qui va l'être, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la meule, mais on est chez un voisin, qui reste sur le territoire de l'agglo clermontoise. Hein, donc, par rapport à notre pain, il voyage, il doit faire peut-être au maximum une dizaine de kilomètres entre la production et le consommateur. Donc, là-dessus, on a une empreinte carbone de la distribution qui est relativement faible. Par contre, notre empreinte, nous, on est en bio, donc on a résolu et on se passe de tout ce qui est chimique. Donc ça, et depuis 2004, on est dans ce schéma-là. Donc notre empreinte en termes de pollution par la chimie, maintenant, elle est résolue. Par contre, notre empreinte carbone au niveau de la production, c'est encore un sujet et qu'on n'ose même pas aborder. Faire du blé en grande culture sans le moteur à explosion, je crois qu'aujourd'hui, il y a un défi technique qu'on n'est pas prêt à relever. Et peut-être, mais voilà, il y a 20 ans, on s'est passé de la chimie. J'espère que dans 20 ans, on se sera passé du moteur à explosion. Mais pour l'instant, enfin, nous, dans tous les cas, on n'en est pas là, quoi. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui en sont là. Donc, voilà. Oui, Non, c'était le dernier point, c'était sur votre contribution finalement à fournir une alimentation de qualité. Ouais.
et à un coût, on va dire, abordable pour le consommateur final? Est-ce Alors, qu'on n'est pas dans une agriculture peut-être un peu élitiste finalement? Alors, pour être factuel, hein, donc le pain que nous, on vend aux particuliers, donc en miche de 1 kg, il est à 4,40 €. Hein, donc, ça veut dire qu'il est au prix d'une baguette à 1,10 € dans une boulangerie, une baguette trad, hein, mais qui n'est ni bio, ni farine de meule, ni au levain. Hein. Donc, ça veut dire que alors, nous, on est sur un format miche, hein, donc ça veut dire qu'on va réduire un petit peu le travail de façon parce qu'on ne serait pas compétitif sur une baguette, mais ça veut dire que quelqu'un qui veut acheter du pain bio, farine de meule, il est abordable malgré tout, puisqu'en fait, il est au prix de la baguette si vous allez dans une boulangerie. Je ne parle pas des récentes provocations à 30 centimes, mais là, je renverrai presque sur le webinaire du calcul de la comptabilité environnementale. Hein, De parce la semaine prochaine. en fait, oui. nous, le marché ne rémunère pas l'empreinte positive qu'on a, ou au moins le non-impact négatif que l'on a sur la société. Hein, et faire venir du blé d'Ukraine, le faire écraser en Pologne pour faire du pain dans des… enfin voilà, quel est l'impact environnemental et comment est-ce que ça, le marché le prend en compte? Donc là, je renvoie sur le webinaire de la semaine prochaine, hein, mais en fait, c'est ça. Et c'est là où, en fait, nous, on est dans une impasse à un moment donné sur les externalités positives ou négatives qu'a le système et comment le marché le prend en compte. N'empêche qu'on est à 4,40 €, hein, qu'on arrive, nous, à se payer malgré tout, hein, correctement, parce que notre travail, il a aussi une valeur. Et puis après, il y a des démarches citoyennes et on distribue donc nos pains à des étudiants avec un réseau associatif d'étudiants qui, lui, ne prend pas de marge. On distribue aussi à la COP des Dômes. Hein. La COP des Dômes est aussi un supermarché, entre guillemets, qui est citoyen, où en fait les citoyens s'impliquent dans la distribution pour peut-être avoir accès à cette alimentation d'un peu plus de qualité. Quoi. Okay. Très bien. Très alors, bien. Juste le point qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi la notion du gaspillage. Hein. Nous, sur la ferme, on essaie d'éviter le gaspillage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blé que l'on trie, enfin, tous les grains cassés, en fait, c'est les volailles qui le mangent. Le blé de super qualité, super trié, en fait, il part sur la filière pain. Et nous, au niveau du pain, on ne travaille pratiquement que sur commande. Ça veut dire qu'on évite… alors, c'est une contrainte pour le consommateur. Là aussi, en fait, le consommateur est obligé… Enfin, le libre service n'est plus… À un moment donné, le consommateur est obligé de s'engager un petit peu, de faire un effort et de passer par un système de commande qui nous évite de gaspiller et de jeter du pain. Alors, même si on le donne à des associations et qu'il est quand même, in fine, mangé par quelqu'un, n'empêche qu'économiquement, on est obligé d'en passer par là. Mais cette notion du gaspillage, elle est aussi importante. Ok, merci. C'est très, très, très intéressant d'aborder ce point. Vous avez aussi quand même abordé, et je vais donner la parole cette fois, je vais reprendre les questions qui sont posées dans questions-réponses. Il y a quand même quelques questions qui reviennent sur comment sensibiliser, comment impliquer encore plus les élus, impliquer plus les citoyens et sans doute les consommateurs dans ces démarches de reconnexion, de développement local, de valorisation des ressources locales. Et donc voilà, c'est comment on fait, comment on sensibilise, comment on associe mieux. Jean-Pierre, peut-être? Par rapport à cette question, vous voyez, je prends l'exemple pérignatois. Périgna, village que je vais qualifier de dortoir, hein, en faisant un peu de la flagellation, 1500 habitants à 15 km de Clermont. Eh bien, on lance une étude sur 2 ans dans laquelle on cherche à associer les habitants
à la réflexion prospective sur le développement du village à une échelle de 5, 10, 30 ans. Et la question de l'alimentation est mise sur le tapis. Moi, je crois à la vertu que peut avoir des discussions mises en place par les élus sur le territoire, mais à une maille très fine, c'est-à-dire dans une grande ville à la maille du quartier et dans des villages, de telle sorte que les habitants prennent réellement conscience de l'importance qu'il y a à être associés et à s'associer d'eux-mêmes à ces questions-là. Donc, ça vaut pour les habitants, mais ça vaut également pour les élus des communes qui adhèrent au Pays du Grand Clermont, vis-à-vis desquels on essaye de faire des conférences des maires, par exemple, pour diffuser ces questions qu'on considère comme centrales, comme étant comme l'alimentation, par exemple. Donc, il y a un effort fait en direction des citoyens et en direction des élus. Toujours pareil, il faut des animateurs pour pouvoir véhiculer ça, ou des bénévoles, comme c'était expliqué, parce qu'il y a aussi un mouvement associatif important, et Jérôme y faisait allusion, qui est capable d'être un relais pour ces paroles. Mais donc, du coup, là, ce que je vois, c'est que vous êtes très centré sur, alors c'était aussi le sens de ma question, sans doute, mais sur les citoyens, sur les élus. Dans le chat, il y a des questions sur le positionnement des organisations syndicales agricoles sur ces questions et quel rôle ces organisations syndicales jouent dans les PAT. Il y a une question aussi sur le laboratoire d'innovation territoriale, par exemple à Clermont. C'est quelle relation, comment finalement ce laboratoire il peut contribuer, essayer de développer des relations entre les parties prenantes. Vous avez en partie répondu, mais malgré tout, là, peut-être que Jean-Pierre, vous pouvez revenir là-dessus, peut-être Jérôme, vous pouvez compléter. Et derrière, la question que je vais ajouter, c'est celle du consommateur. Est-ce que ce n'est pas par le consommateur déjà qu'on peut le plus, enfin entre guillemets, communiquer? Mais là, c'est peut-être moins votre, c'est plus vous qui êtes en connexion directe avec le consommateur. Et peut-être déjà sur des initiatives, des innovations ou le rôle des syndicats, des organisations syndicales pour promouvoir cette transition. Il y a pas, on ne peut pas dire, il faut être objectif, on ne peut pas dire qu'il y a une appropriation par les syndicats de cette question des projets alimentaires territoriaux au sens strict du terme. Hein. Et derrière chaque positionnement de la Chambre d'agriculture, dont on peut, c'est un constat, hein, qui est une Chambre d'agriculture issue de personnes de la FNSEA, donc inévitablement, il y a une orientation politique. Et ce n'est pas un jugement que je porte, hein, c'est un constat. Donc, transparaît derrière ces positionnements, eh bien, des positionnements politiques. Mais après, il faut discuter. Les syndicats, donc en tant que tels, n'ont pas pris position par rapport au PAT. Mais de par leurs orientations politiques, eh ben, il y a une prise de position au sein des PAT par les paysans qui sont adhérents à tel ou tel syndicat et qui s'y expriment. Après, sur les initiatives locales par rapport aux citoyens, moi je pense qu'il faut en citer une, la ferme de Sarliève, qui est une initiative accompagnée par les élus, notamment la métropole, qui consiste, il y a un propriétaire terrien sur une vaste plaine qui a donné à Terre de Liens 80 hectares sur lesquels sont en train de se créer des initiatives vraiment structurées, portées par un groupement associatif et qui permet à des citoyens lambda de s'impliquer directement. Exemple, 10 km de haies ont été plantés en l'espace de 15 jours. Là, ils en ont fait, vous pouvez aller voir en tapant ferme de Sarliève, vous pouvez aller voir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment un laboratoire. Alors, il est évoqué le LIT. À un moment, on avait travaillé avec le LIT, mais pareil, on n'a pas pu continuer à échanger là-dessus parce que on n'a pas assez de temps, quoi. Enfin, on n'a pas assez de personnes qui sont susceptibles de pouvoir s'intéresser à tel ou tel sujet. Donc, on essaye de trouver des relais. Si vous voulez, au-delà de la question syndicats, associations, consommateurs, et j'aime pas ce terme, il faudrait trouver un autre terme. Moi, j'estime qu'on ne réduit pas un individu à sa consommation. Et je mange, donc je suis. Donc, il faudrait essayer de trouver autre chose. Mais en tout cas, trouvons des relais pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une dimension assez holistique qui puisse être donnée à cette démarche. Et pour trouver des relais, ben, il faut du temps et des moyens. Merci beaucoup. Peut-être une question, là, il y a peut-être plutôt à Sophie, sur peut-être cette articulation entre le local et le global. OK, on a des initiatives locales avec des PAT, tout ça c'est très bien, c'est peut-être porteur vraiment d'innovation,
mais comment tout ça se traduit à une échelle nationale? Est-ce que vraiment il y a un mouvement vaste, puissant, voilà, est-ce qu'on est au début d'une révolution ou tout ça, ça reste des initiatives locales pour se faire plaisir? Je suis un peu provocateur en disant ça, mais peut-être Sophie, votre vision, vous qui avez travaillé sur plusieurs PAT. C'est peut-être encore un peu tôt pour parler de révolution, mais de mon point de vue, il y a quand même un effet d'échelle qui est en train de se produire, qui est lié, je pense, à ce soutien politique qu'on a. Mais très clairement, on le voit, ces PAT, ils sont de plus en plus nombreux en France et en Europe. En Europe, on voit aussi des démarches similaires en Allemagne. On appelle ça des Rangungsstrat, je suis désolée pour la prononciation. Et on a des démarches similaires dans d'autres continents. Donc, je pense que pour moi, ça me paraît être une démarche qui est en train de se mettre en place de manière plus globale, justement, avec l'aide du soutien politique qui est ici. OK. Il y a une question aussi, mais qui revient sur, malgré tout, je vais quand même forcer un peu sur le consommateur. Il y a une question autour des GMS et donc de la grande distribution. Est-ce que finalement le PAT, dans le cas de Clermont, mais peut-être Sophie, vous avez d'autres exemples, comment finalement, alors il y a des questions sur, premièrement, comment le PAT se connecte au mouvement locavore, la ruche qui dit oui, les AMAP. Et d'un autre côté, comment le PAT ou les PAT se connectent au monde de la grande distribution, qui, alors je ne vais pas dire qu'elle est incontournable, mais quand même, les gens, ils font leurs courses encore beaucoup en grande distribution. Donc, comment le PAT il s'adresse à ces différents réseaux de commercialisation des produits locaux, par exemple? Jean-Pierre et peut-être ensuite Sophie et puis Jérôme, si vous avez des commentaires. On les a associés, hein, les GMS, là j'ai répondu directement sur le chat, là, mais on a associé par exemple Auchan Nord, qui est un grand distributeur, et qui a répondu, qui nous a mis à disposition son fichier client pour qu'on puisse faire une question, notamment par exemple, est-ce que vous accepteriez de payer 10% de plus pour des aliments de qualité? Et Auchan Nord, qui est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas clairement, situé dans des quartiers un peu, assez populaires et dont la population est assez précaire sur le plan financier, eh bien, c'était un partenariat réel. Sur Ambert, qui est un territoire un peu plus rural, eh bien, on avait un carrefour et puis aussi une autre enseigne qui était avec nous pour s'intéresser aux démarches PAT. Donc, je les sens impliqués parce qu'il y a un intérêt. Aujourd'hui, la demande s'oriente vers le local. Donc, ce n'est pas des philanthropes. Mais malgré tout, je ne sens pas qu'une démarche. Et je reviens à Sophie Michel quand elle disait ça. Il y a un frémissement qui n'est pas un effet de mode tout de suite. On s'intéresse à ces questions-là. Enfin, c'est ça qui est un peu rassurant et optimiste. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, peut-être des commentaires de Sophie ou de Jérôme, sinon je passe à d'autres questions. Juste rapidement, parce que vous avez évoqué aussi les acteurs, la ruche, et puis on peut peut-être évoquer les Biocoop ou autres. Chaque PAT, quand même, a un fonctionnement qui peut lui être propre. Au-delà de la règle d'embarquer ces différents acteurs, il peut avoir des fonctionnements différents, mais en Alsace, très clairement, ces types d'acteurs qui sont déjà alternatifs, si on peut leur donner ce type d'étiquette, font partie des PAT, y contribuent, avec une relation plus ou moins forte dans la prise de décision, mais ils sont liés à ces PAT. Mais effectivement, la question sur des acteurs plus traditionnels, l'économie plus conventionnelle, ça va dépendre de certains PAT. En Alsace, il peut y avoir certaines réticences à impliquer des acteurs de la grande distribution. Et il y a une règle qui rejoint celle de Jean-Pierre Buche, qui est de dire s'ils sont engagés et s'ils acceptent de s'engager dans une démarche qui est une démarche à la fois environnementale et sociale, alors dans ce cas-là, ils peuvent faire partie du PAT. Ok, très bien. Peut-être une autre question là, enfin il y a deux questions autour du foncier. Il y a une question sur finalement, est-ce que ces projets territoriaux ont des effets sur les documents d'urbanisme? Est-ce que,
zéro artificialisation nette est un levier pour reconsidérer la vocation alimentaire du foncier. Il y a une autre question sur finalement, est-ce que cette agriculture de proximité est nécessaire pour préserver le foncier accessible? Quel est le rôle des PAT dans les PLU? Je pensais, voilà, c'est peut-être Jean-Pierre ou Jérôme sur ce point. Comment vous voyez les choses? Jérôme, j'ai beaucoup parlé. Jérôme, vas-y. Nous, en fait, on est aux portes de Clermont-Ferrand, hein, vraiment. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent Clermont, on est à côté de la barrière de péage de nord de Clermont-Ferrand. Donc, voilà. Et derrière l'autoroute, nous, on est en ville, on est à Clermont-Ferrand, quoi. Hein. Et c'est une ferme terre de liens. Donc, ça veut dire que ce foncier, il est préservé. Il y a une volonté aussi d'aller sur une zone agricole protégée, hein, donc de sanctuariser un petit peu cet espace sur de l'agriculture. Et du coup, on a notre voisin qui est le Biojardin, qui est un maraîcher en SIC et qui fait du bio et du maraîchage. Et je crois qu'il y a de la place, effectivement. Et qu'il y a une logique. Mais de toute façon, après, la question, on n'est pas capable, nous, de fournir en pain une ville comme Clermont. Hein, donc, à un moment donné, si on doit le relocaliser, il faut s'éloigner un petit peu. Après, voilà, est-ce que si on faisait du blé traditionnel, je ne sais pas quel est le lien avec la reconnexion en fait à l'alimentation, mais ça serait dommage de ne pas se reconnecter, de ne pas utiliser ces territoires-là pour faire de l'alimentation. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un lien obligé? Je ne sais pas. Très bien, merci. Peut-être Jean-Pierre, une réaction ou Si, moi, ça serait très long à évoquer, mais en tout cas, rapidement, moi, je pense que c'est très, très important et c'est un vecteur important, l'alimentation, de sensibiliser les habitants à la question de l'artificialisation qui peut avoir un lien sur notre souveraineté alimentaire à terme, parce qu'il y a quand même un département agricole qui disparaît selon les chiffres entre tous les 7 et 10 ans. Et donc, de sensibiliser les habitants à cette question-là, attention, il ne faut pas construire et continuer à construire comme on l'a fait avec l'étalement urbain qu'on a connu depuis 30 ou 40 ans, parce que c'est une question vitale et puis aussi globalement de sens. Donc, le lien alimentation, aménagement, développement territorial, c'est une belle porte d'entrée, moi, je trouve. Très bien. Et juste pour compléter, en fait, nous, à un moment donné, on se posera la question d'ouvrir la ferme à des écoles, parce que cette proximité-là, et vous, Jean-Pierre citait la ferme de Sarliève, à un moment donné, cette visibilité et cette pancarte hein, aussi aux portes des villes peut permettre de montrer que, d'ouvrir l'alimentation et de la rendre visible. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi, hein, c'est que le lien à l'alimentation, on a perdu ce qu'était l'aliment de base, où est la base hein, et où est le lien agricole, quoi. Ok. Moi, ce que je vois aussi dans les questions, et dans vos réponses là, c'est aussi cet enjeu de changement d'échelle peut-être. Et du coup, on est quand même dans des situations où on a un projet de PAT, mais ce projet, il s'inscrit aussi dans un contexte départemental, régional. Alors, il peut y avoir des verrous socio-techniques. Il y a des questions d'une part autour des semences que vous utilisez, autour même de pratiques agricoles. Il y a des questions, est-ce que vous pratiquez le non-labour, je pense, où j'ai vu une question dans ce sens-là, qui sont finalement, qui demandent peut-être un certain nombre de compétences, un certain nombre de conseils, d'appui. Donc, globalement, comment on fait? Quels sont pour vous les principaux verrous socio-techniques ou autour du contexte qui font que ça peut limiter peut-être le passage, le changement d'échelle finalement, pour vraiment avoir un mouvement de fond?
Jérôme, peut-être. Oui, alors, un des verrous, à un moment donné, c'est… Enfin, pour donner un exemple, nous, on a une petite production de volailles. Hein, on est à 220 volailles par mois, donc c'est des petites productions. C'est posé à un moment donné, donc notre abatteur et notre abattoir fermé, c'était un privé. Et en fait, se posait tout simplement la question de l'abattage de nos volailles. Et en fait, on avait trois solutions. Soit on pliait et on arrêtait la production, soit on reprenait l'abattoir nous-mêmes, et c'est ce qui a été fait, soit on faisait des centaines de kilomètres pour abattre des poulets sur des petites quantités, parce qu'en fait, les grands abattoirs ne veulent pas et ne sont pas organisés pour accueillir des petites productions. Et en fait, on a été obligé de reprendre l'abattoir sous forme associative, et c'est nous, les producteurs, qui gérons cet abattoir et qui le faisons fonctionner. Ça veut dire que tous les mardis, on va sur la chaîne d'abattage. Voilà. Et donc, à un moment, sur cette notion d'échelle, il y a des moyens. Si on veut pouvoir avoir des volailles en production fermière sur des petites quantités, ça veut dire qu'il faut un réseau derrière d'abattage, de préparation et de distribution. Et ça, c'est impossible, c'est impossible à faire. C'est-à-dire que nous, individuellement, on n'était pas en mesure d'investir sur un abattoir pour nous qui fonctionne un jour par mois. Hein, et ça serait complètement aberrant. Hein. C'est-à-dire que là, on irait chercher de la subvention publique, mais ça serait la gaspiller. Donc, ça, c'est un des premiers verrous. C'est aussi des moyens mutualisés qui sont à notre échelle. Et puis, le deuxième, sur le socio-économique, et bien là, moi, je reviens sur nos associations. Hein, nous, en bio, on travaille beaucoup. On a des GIE2E, on a des choses comme ça. Et c'est ça qui nous permet, à nous, de nous former, de réfléchir ensemble, de tester des choses, d'aller voir chez les autres ce qui marche, ce qui ne marche pas, et de mutualiser cette recherche et développement, en fait. Hein. Parce que nous, individuellement, chacun sur nos exploitations, on n'est pas capable de le faire. Ok, peut-être Jean-Pierre, sur ce changement d'échelle et ces verrous, peut-être avec des agriculteurs qui sont, parce qu'ils ont investi dans une voie, ils ont peut-être des fois du mal à changer. Il y a d'autres verrous autour des grandes filières, etc. Comment vous voyez les choses, vous ? Bien sûr, les agriculteurs conventionnels et même en AB sont pris quelquefois dans un système. C'est-à-dire qu'on a investi sur un système de production avec des coûts de production, avec des résultats, et puis l'agrandissement, par exemple, est la réponse. Si on parle des semences, par exemple, aujourd'hui, il y a un encadrement de la production des semences et de leur utilisation qui rend un peu plus difficile le système de semis, par exemple, avec des populations qu'avec des semences contrôlées par le CNIS, etc. Donc, il y a peut-être ces verrous-là à commencer de faire sauter si on veut aller vers une agriculture paysanne dans laquelle les agriculteurs sont un peu plus maîtres de leurs outils de production. C'est une hypothèse, hein. Je ne dis pas que c'est celle vers laquelle il faut aller, vous avez bien compris quand même un peu mon orientation, mais en tout cas, je ne veux pas l'imposer, moi. La question, c'est d'interroger le système pour voir s'il est compatible déjà avec, par exemple, la question du dérèglement climatique, mais aussi la protection de la biodiversité. Et je finirai aussi par quelque chose dont on avait parlé quand on a préparé ça, c'est la question des variétés de blé aujourd'hui qui sont fabriquées sélectionnées pour être travaillées mécaniquement et qui présentent aujourd'hui des intolérances, notamment de la part des consommateurs au gluten, et alors que d'autres variétés plus anciennes, plus digestes, sont plus acceptées. Est-ce que ce n'est pas une façon de montrer que le système dans lequel on est pose des problèmes de digestion à l'ensemble de la société? Interrogeons-nous sur quel impact l'anthropocène a sur nos systèmes digestifs. C'est une grande question. Sophie, peut-être une réaction sur ces changements d'échelle et cette question des verrous? Oui, sur la question des verrous
Il y en a un qui est qu'on a évoqué sur cette capacité à collaborer, à travailler ensemble et animer ces PAT, parce que ça a été évoqué dans le chat. Un PAT, ça recouvre des volets environnementaux et sociaux, et c'est quand même des objectifs qui sont des objectifs de très long terme. Et c'est réussir à concilier cette temporalité de très long terme avec des progrès sur le court terme et être en capacité de réaliser ces progrès, de les voir pour garder l'engagement et la motivation. L'engagement et la motivation des acteurs est extrêmement importante et un enjeu pour la poursuite de ces dynamiques. Un autre élément pour ce changement d'échelle qui est intéressant, qui a été évoqué aussi également dans le chat, c'est effectivement cette capacité à collaborer entre les territoires, apprendre des uns et des autres, identifier les forces des territoires et comment fonctionner ensemble. Ce qui est intéressant en Alsace, c'est que le PAT, par exemple, de Mulhouse, a commencé sur un territoire un peu plus restreint. On s'aperçoit que ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on est passé à un territoire sur le sud Alsace et voir comment fonctionner avec d'autres PAT qui se sont mis en place et créer ces synergies. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le changement d'échelle. OK. Alors, du coup, ça posait, en tout cas, dans ce que vous dites aussi, là, ce que disait Jean-Pierre et puis Jérôme, peut-être un petit peu avant, c'était peut-être aussi cette question du rapport à l'alimentation et au goût et au plaisir de manger et à l'apport nutritionnel de ces produits. Donc là aussi, il y a peut-être un enjeu avec cette reconnexion autour de ces questions, en associant, en faisant peut-être venir aussi les gens sur les exploitations, en les faisant découvrir, déguster des produits qu'ils ne connaissent pas. Comment ça s'est promu et est-ce que est-ce que là aussi, ce n'est pas réservé à quelques-uns? Moi, je ne crois pas. Enfin, si, c'est probablement réservé. Enfin, c'est pas ouvert à tout le monde, ça c'est sûr. Mais Anthony Fardet, qui est un chef formé, montre à quel point l'alimentation de qualité joue un rôle dans le plaisir, parce que le plaisir, il faut bien l'évoquer, ça, on est en France, manger, c'est un plaisir. Il y a une tradition culinaire en France qui justifie qu'on s'y intéresse, qu'on s'y intéresse à nouveau. Mais il y a aussi la question de la santé. Et je pense qu'on pourrait évoquer les questions d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires qui sont générées par une alimentation qui n'est pas de qualité et qui est un peu le résultat d'un travail industriel qui a fait qu'on a sacrifié des intérêts économiques à des intérêts de santé. Donc, santé et plaisir doivent être liés à ça. Très bien. Peut-être, là, je vois qu'il est 12h12, peut-être je me tourne vers vous peut-être pour des questions ou en tout cas des éléments de conclusion, des grands enseignements ou le message principal peut-être que vous aimeriez donner là en 3 minutes chacun. Il vous reste peut-être 1 minute pour faire ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Sur quel point d'attention? Quels grands enjeux? Alors, je ne sais pas, on peut commencer par Sophie peut-être, et puis ensuite je laisserai terminer Jérôme et Jean-Pierre. Alors, en 30 secondes, du coup, En 30 secondes. le PAT, c'est effectivement cette transition à travers concilier à l'heure de l'Anthropocène ce volet environnemental avec ces enjeux effectivement sociaux, de sécurité alimentaire, de santé et de bien-être au niveau du territoire. Merci beaucoup. Jérôme, peut-être? Alors, moi, j'ai envie de conclure sur de l'optimisme et sur la satisfaction qu'apporte, enfin que nous, on vit tous les jours avec cette reconnexion avec l'alimentation, avec nos collègues agriculteurs, avec nos clients, quoi, qui ne sont pas des clients et qui viennent chercher du pain. Et cette notion d'optimisme, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à quelque chose, et ce lien social qu'on recrée à travers du pain, et le pain est très chargé de symbolique, alors on ne va pas aller sur ces notions-là, mais il y a ça, partager du pain, c'est quelque chose d'important, et voilà, c'est la satisfaction, c'est le plaisir que ça procure, et c'est aussi, pour revenir à ce que je disais au tout début, c'est le chemin. Mettons-nous en chemin.
Et là encore, hein, pour reprendre la symbolique du pain, les compagnons, hein, les copains, c'est ceux qui partagent le pain, hein, étymologiquement. Et faisons ça, mettons-nous en marche, prenons un morceau de pain, un morceau de saucisson, et puis on va aller vers un futur qui, à mon avis, enfin moi je suis très optimiste, et en le faisant, ça m'apporte de la satisfaction. Merci beaucoup pour ce message très positif. Jean-Pierre, les quelques mots de conclusion en 15 ou 20 secondes. L'alimentation, moi, je trouve que ça réunit tout le monde. Autour d'une table, on réunit tout le monde. Et je rejoins le message un peu très optimiste auquel j'adhère de Jérôme, c'est l'alimentation, c'est redonner du sens et ça peut être la base d'un système pour redéployer un autre modèle dans lequel il faut absolument intégrer la question de l'environnement et de l'impact que l'homme a sur son territoire. Très bien, merci beaucoup. Juste pour terminer, donc effectivement, il y a juste peut-être une remarque et dire peut-être qu'on a beaucoup parlé de circuits courts, je ne suis pas complètement sûr, mais qu'il y a aussi un enjeu vraiment à repenser, donc ces circuits longs. Donc Philippe, je te laisse conclure. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces échanges très riches. Comme je le mettais dans le chat, il y a un certain nombre de questions pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse. Donc, elles seront transmises aux intervenants animateurs. J'espère qu'ils pourront vous répondre. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, on poursuit notre interrogation des acteurs de la transition et on parlera de la mise en place de la comptabilité environnementale dans les entreprises agricoles. Et je pense que c'est un sujet également passionnant. Donc, merci à tous. Bonne semaine. Et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.